Je vais aller vite parce que comme d'habitude, j'ai préparé pour... j'ai que un quart d'heure, 20 minutes. Oui, vous avez Voilà. 35 minutes à deux. D'accord. Donc, je vais essayer d'aller rapidement. Donc, je commence avec Monsieur Philippe Roux qui prendra ensuite, qui traitera l'aspect assurantiel et on va vous parler des engins de déplacement personnel motorisé, donc les EDPM, qui ont été introduits dans le Code de la route en 2019. Et je vais commencer tout de suite par vous parler de cette norme amphigorique qui est le Code de la route et qui est bien trop souvent négligée par les juristes et qui comporte énormément d'aspects. Donc, ça a été introduit, les EDPM ont été introduits en 2019 avec une particularité, c'est leur description. Alors, je vous ai mis, ne prenez pas note ou prenez-en si vous voulez, mais en tout cas, vous avez une fiche avec 5 pages et toutes les références. Donc, ne vous embêtez pas à perdre du temps à écrire. Je vous ai indiqué toute une partie de la classification de l'article R311-1 du Code de la route que je vous invite tous à aller lire. Vous verrez, c'est une énumération à la Prévert de tout ce qui peut à peu près circuler et tout y est à part le piéton. Et dans lequel vous avez donc une catégorie 6.15 qui a été créée, dont vous verrez peut-être derrière. Non, peut-être. Enfin bon, je ne vais pas la relire, mais bon, il s'agit des véhicules sans place assise conçus pour le déplacement d'une seule personne, dépourvus de tout aménagement, il y en a pour 10 minutes. Donc je vais m'arrêter à vitesse maximum par construction supérieure à 6 km/h et qui ne dépasse pas 25 km/h. Donc vous avez le gyropode, vous avez la trottinette à assistance électrique, vous avez le monowheel et vous avez l'overskate. Et si vous cherchez ce qu'est un overskate, vous pensez à Marty dans Retour vers le futur, vous savez ce qu'est un overskate désormais. Ce qui est intéressant, c'est de les comparer avec les autres catégories. Vous avez également les VAE, je redirai un mot sur les VAE. Alors les VAE qui sont des cycles, qui ont donc un régime tout à fait différent au regard de la loi du 5 juillet 1985, qui, eux, ne sont pas des véhicules terrestres à moteur. Et puis, vous avez les cyclomoteurs, et vous verrez pourquoi je vous parle de toutes ces catégories, qui sont les véhicules de catégorie L1, donc les cyclomoteurs, mais qui ne peuvent qu'avoir qu'une roue, même s'ils s'appellent cyclomoteurs, et avec une énumération qui est extrêmement longue des caractéristiques des cyclomoteurs. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que savoir ce qui est un VAE, un cyclomoteur et un EDPM relève de l'art divinatoire. Quand vous êtes usager, ça relève de l'art divinatoire. J'ai envie de dire que même pour les constructeurs, c'est compliqué à savoir où vous êtes dans une catégorie. La particularité du Code de la route, c'est non seulement il a décrit les EDPM, il a décrit les cyclomoteurs, il a décrit les VAE, mais que chacun de ces catégories de véhicules ont une législation particulière en ce qui concerne le Code de la route. Alors, je ne vais pas vous faire la description des différences, mais je peux vous en donner quand même quelques-unes. Et notamment, vous lirez avec beaucoup de plaisir, j'en suis sûre, autant que moi je l'espère, la section 6 bis du Code de la route, et donc qui vous décrit les règles de circulation des engins de déplacement personnels motorisés et des cyclomobiles légers. Alors, la différence entre les EDPM et les cyclomobiles légers, je ne l'ai pas trouvée, mais en tout cas, il y a une obligation d'assurance qui pèse sur le propriétaire. Il faut être âgé de 14 ans, avant c'était 12 ans, mais vu le nombre de morts, ils l'ont mis à 14 ans. Un usage exclusivement personnel, une interdiction de rouler sur le trottoir et en agglomération, l'obligation de circuler sur les pistes, les bandes cyclables quand elles existent. C'est une obligation. Vous ne pouvez pas rouler hors agglomération, sauf sous certaines conditions. Vous pouvez y rouler avec des équipements tout à fait particuliers, puisque dans ce cas-là, vous devez avoir un casque, des accessoires réfléchissants, rouler feu allumé, etc., etc. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que, parce qu'on va évidemment parler de la faute, savoir quelles règles s'appliquent en fonction du véhicule où vous roulez. Je ne sais pas s'il y a des cyclistes parmi vous, mais déjà, quand vous faites arrêter par la police, ils ne connaissent pas les règles qui s'appliquent au cycle. Mais sachez que vous n'avez pas les mêmes règles quand vous êtes un EDPM ou quand vous êtes un cycliste. Par exemple, si vous êtes un cycliste, vous n'avez aucune obligation de rouler sur les pistes cyclables. Si vous êtes automobiliste, n'engueulez pas les cyclistes.
Et si vous êtes un EDPM, vous avez l'obligation de rouler sur les pistes cyclables. Mais si vous êtes un speedboard, c'est-à-dire si vous avez un moteur, un VAE qui roule au-delà de 25 km/h, vous n'avez pas le droit de rouler sur une piste cyclable. Donc, savoir si vous roulez entre 25 ou 26, vous avez l'obligation. Alors, c'est un véritable fatras, mais enfin, le code de la route est de toute façon un fatras amphigorique d'une norme qui, je ne sais pas d'ailleurs si elle est législative ou réglementaire, mais pour déterminer le régime et les règles qui s'appliquent, c'est extrêmement compliqué. Je précise pour terminer mon exposé qui va être trop succinct par rapport à ce que j'aurais voulu vous dire, qu'il n'y a aucune signalisation qui concerne les EDPM, avec des règles qui sont très particulières et qui sont totalement dérogatoires, notamment hors agglomération. Si vous voyez une trottinette, sachez que c'est très compliqué de savoir si elle a le droit de rouler ou pas de rouler, savoir si elle doit avoir un casque ou pas de casque, etc., etc. Et que vous allez trouver dans le code de la route un article que je vous ai mis dans la présentation, vous ne le verrez pas, mais vous l'aurez ensuite. Donc, vous avez un magnifique panneau B9C qui comporte un accès interdit aux véhicules à traction animale qui date de 1977, mais vous n'avez absolument rien pour les EDPM. Et puis, vous avez le dernier point que je vais vous aborder qui est encore extrêmement technique, qui est la question du certificat d'homologation, parce que vous ne pouvez pas en France rouler sur la chaussée sans avoir un certificat d'homologation. C'est une obligation. Alors, vous irez voir les textes du Code de la route qui sont merveilleux. C'est délivré par le ministère des Transports en ce qui concerne les EDPM. Vous verrez également les règles qui concernent le VAE et vous verrez pourquoi je vous parle du VAE. Alors, je vais aller extrêmement rapidement. Ma conclusion pour la première partie que je vous ai traitée, et je ne vous fais pas tout le détail, c'est une complexité et une confusion généralisée du Code de la route. Une confusion sur la catégorisation des catégories pour les usagers. Nous, même quand on ne sait même pas quel équipement de sécurité et quelles normes s'appliquent. Une complexité, une confusion générale réalisée sur les équipements, mais en matière d'assurance, mais qui vous sera traitée ultérieurement, en tout cas après moi. Et une confusion quant aux règles de circulation des engins qui circulent sur le sol. J'en arrive à mon sujet, la loi de 85. Un EDPM, excusez-moi, mais il fallait quand même que je vous en parle. Un EDPM est un véhicule terrestre à moteur. Mais attention, le VAE est un cycle, et je ne vais pas parler du fauteuil roulant, sur lequel je continuerai à soutenir que s'il n'est pas utilisé par une personne handicapée, c'est un véhicule terrestre à moteur aussi. C'est un autre sujet, je ne vais pas déborder, j'ai déjà suffisamment de choses à vous dire. Donc, en ce qui concerne les EDPM, nous sommes dans le régime donc, de l'article 4 et la faute du conducteur peut évidemment être opposée à celui qui sollicite la réparation de son dommage pour voir limiter ou exclure son indemnisation. Et là, j'en arrive à mon sujet préféré, la jurisprudence. Dans la jurisprudence, ce qu'on peut l'observer, c'est que, évidemment, la première chose qu'on fait pour analyser votre faute, c'est le code de la route. Et alors là, on arrive dans un espèce de maquis où on va se demander quelle est votre catégorie, ce qui est déjà compliqué, pour déterminer quelles sont les règles qui vous appliquent en fonction d'une signalisation que tout le monde ignore. Donc, je vous lis très sincèrement, enfin moi j'adore ça, le code de la route, c'est un livre de chevet. Si vous faites de la loi de 85, la première chose que vous faites, c'est que vous allez lire le code de la route. Parce que personne ne connaît le code de la route. Donc, quand vous arrivez dans un dossier avec le code de la route, déjà, vous êtes bien. Si vous êtes sur un VAE, faites attention de vérifier, alors ça paraît bête, mais un VAE, si jamais vous roulez, il y a une obligation de pédalage. Donc, si vous avez, comme on voit très souvent les livreurs à Paris qui ont les deux pieds sur le cadre et qui roulent sans pédalage, vous êtes sûr que ce n'est pas des VAE, c'est des cyclomoteurs. Ce n'est pas du tout les mêmes règles. Ça, c'est pour les assureurs. Voilà. Je vous le dis, parce que personne ne le sait. Je n'ai pas encore vu un assureur qui me l'a soulevé, mais moi, quand je défends des vélos, je défends beaucoup de vélos, je commence à me dire, ouh. Donc voilà, je commence à y songer. Donc ça, c'est pour le problème de la catégorisation. Après, la détermination des équipements de sécurité, casque, pas casque. Alors, je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai trouvé dans la jurisprudence. Mais sachez qu'il y a des fautes dans lesquelles on dit « il n'a pas utilisé les équipements préconisés par la notice ». Moi, le code de la route ne me dit pas d'utiliser un équipement préconisé par la notice. Le code de la route, c'est faute, j'ai droit, j'ai pas droit. Donc, n'hésitez pas quand même à invoquer le code de la route quand on vous sert ce genre de fait pour limiter votre droit à indemnisation. Si vous êtes du côté des victimes, si vous êtes du côté des assureurs, au contraire, emparez-vous. Vous verrez un peu de jurisprudence dans la fiche que je vous ai faite. Il y a la question de l'absence d'homologation. Vous verrez qu'il y a un arrêt de jurisprudence et un arrêt de la deuxième chambre civile du 17 mars 2011 qui a, sur une décision du fameux juge de proximité, qui nous a valu une jurisprudence longue et extrêmement intéressante,
et parfois très surprenante, c'est merveilleux, le juge de proximité, c'était quand même un gros pourvoyeur de jurisprudence devant la deuxième cour devant la deuxième chambre civile. La jurisprudence a confirmé un jugement du juge de proximité qui avait retenu que l'absence d'homologation faisait partie de la faute. Et vous verrez aussi un arrêt de la Cour d'appel de Limoges qui a écarté ce point-là en confirmant que le brave, j'allais dire cycliste, je ne sais pas comment on les appelle, le brave EDPMiste, avait un certificat d'homologation et donc il n'y avait pas de faute. Mais ce qui veut bien dire qu'on analyse dans la faute, parce qu'on est quand même sur le régime de l'ordinaire, on analyse un nombre de choses qui sont complètement délirantes. Et le certificat d'homologation, en tout cas pour certaines décisions, en fait partie. Alors, je pourrais vous parler également du fait de savoir si ça concourt ou pas au dommage d'avoir un certificat. Voilà, est-ce qu'on a le droit de sur la chaussée ou pas sur la chaussée Est-ce que ça fait partie des fautes qu'on peut retenir voilà, c'est la causalité diabolique, vous n'avez pas le droit d'être là, donc si vous n'étiez pas là, vous n'aurez pas été là, donc c'est une faute. Moi, je pense qu'en termes de causalité, c'est un peu lâche, mais manifestement, certains magistrats en font l'usage. Et vous verrez un arrêt que j'aime beaucoup de la Cour d'appel de Paris qui a été rendu le 4 avril 2024, dans d'ailleurs l'affaire d'une consoeur. Je crois d'ailleurs que Pamela m'en avait parlé à l'époque, je ne sais plus, c'était un accident de trottinette devant la Samaritaine. C'est pas toi qui m'en avais parlé. Et dans lequel c'est une trottinette et qui a été recatégorisée en cyclomoteur, donc catégorie L1. Et donc, il y a une analyse des fautes qui est extrêmement rigoureuse par rapport au code de la route, avec circulation dans une zone aménagée pour les piétons, c'est une faute, puisque comme c'est un cyclomoteur, il n'avait pas le droit d'y être, et maintenant un UDPM non plus. L'obligation de porter un casque, mais avec une limitation qui n'a été limitée qu'à 50%. Alors, j'ai été extrêmement rapidement par rapport à ce que je vous avais préparé, donc vous verrez toutes les références que je vous ai mises. Tout ça pour vous dire qu'au régime de la faute, la catégorisation et l'inclusion de ces nouveaux engins dans le code de la route et globalement dans le corpus normatif français relève du maquis le plus total. Voilà. Je pourrais également vous dire, mais ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, que 3200 morts par an en matière d'insécurité, c'est quand même la première insécurité en France, c'est la route. Et même si on n'est plus aux 16 000 morts de 1972, je trouve ça proprement scandaleux. Et même si actuellement le ministère de l'Intérieur se félicite qu'on soit en dessous de la barre des 3200 morts par an, moi je trouve ça un gouffre, un vrai vortex. Que je regrette terriblement que le code de la route soit manifestement pensé comme étant une norme optionnelle pour chacune des catégories. Il suffit de rouler en vélo pour savoir que la plupart des temps, on vous oppose des règles que les automobilistes ignorent et que les cyclistes invoquent des règles qui n'existent pas. Et que je pense que ce serait, au regard de l'article 4 de la loi 85 ou au regard du nombre de morts et au regard de l'insécurité tant juridique que de l'insécurité tout court, on devrait peut-être repenser le code de la route et faire en sorte que ce soit une norme que l'on puisse tous invoquer quotidiennement sans avoir besoin de s'avaler ces 1200 pages et essayer de comprendre ce que ça veut dire. Voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour maître, bonjour à distance, puisque on n'est pas seulement en salle. Et merci d'abord de l'invitation que vous avez faite au Fonds de garantie d'intervenir sur ces sujets. Bon, j'aurais pu parler d'implication des EDP, mais je vais faire un pas de côté en parlant d'assurance, des EDPM notamment. Alors, merci maître, vous avez montré le maquis. Je crois effectivement que quand on regarde le 6.15 du R311.1, on est en plein maquis. Je pense aussi qu'avant ce maquis, puisqu'il n'est pas si vieux que ça, avant la loi L'Homme, les EDP avaient commencé à fleurir un petit peu partout et on voyait déjà circuler autour de 2015-2016 un certain nombre de trottinettes ou autres véhicules, alors que le droit n'avait absolument pas anticipé quoi que ce soit, qu'il s'agisse de code de la route, qu'il s'agisse de mesures de sécurité, qu'il s'agisse aussi d'une approche spécifique si on en voulait une en termes assurantiels.
Alors, ce que, Maître, vous avez montré, c'est que la notion de véhicule au sens du code de la route est une notion compliquée. Il n'y a pas que la notion de véhicule au sens du code de la route, il y a la notion de véhicule au sens de véhicule impliqué au terme des dispositions de l'article 1er de la loi de 85. On en parlait tout à l'heure. Et puis, il y a une notion qui n'est pas tout à fait superposable de véhicules soumis à obligation d'assurance. Voilà, typiquement, on parlait tout à l'heure de chargement-déchargement. Bon, si c'est l'accessoire qui est en cause par rapport à un véhicule, le R211.5 aboutit à ce que l'assurance RC auto-obligatoire fonctionne, peu important que la loi de 85 joue ou pas. Alors, cette notion d'assurance des EDP, donc les engins de déplacement personnel motorisés, il faut tout simplement la regarder à la lecture d'un article que nous connaissons tous, en tout cas ceux qui pratiquent la matière, c'est l'article L211-1 du Code des assurances. Et quand on lit cet article, on a y compris une définition de la notion de véhicule. Il y a le fait que le véhicule qui a vocation à circuler doit être assuré. Puis il y a une définition du véhicule soumis à obligation d'assurance qui, quand on la lit, paraît simple, paraît inchangée depuis un certain nombre d'années, et puis très large. Je la reprends simplement parce que chaque mot finalement est important. Et comme il y a beaucoup d'étudiants, je me permets de dire que finalement, ce qui est important, c'est de lire les articles, parfois mot à mot, pour bien les avoir en tête et les comprendre. Alors, la notion de véhicule, si je reprends une partie de L211.1 du Code des assurances, je vais le dire, hein, c'est un véhicule, tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. A priori, on est dans une situation très simple, hein, un véhicule terrestre avec un moteur qui est automoteur. Et où placer les EDP en dehors de cette définition? Il était bien difficile, même avant les dernières évolutions textuelles, de considérer qu'un EDP ne répondait pas à cette définition. C'est en ce sens, et ça avait peut-être surpris certains, que le Fonds de garantie avait pris une position en disant qu'il est très difficile de les situer en dehors, et donc, avant même les évolutions qu'il y a eu dont je vais parler, on avait estimé qu'il était sage, prudent, pertinent par rapport aux usagers de les considérer, par rapport aux assureurs aussi, de les considérer comme des véhicules soumis à obligation d'assurance. Alors, simple, une définition simple, mais pas tant que ça. Pour regarder de façon plus précise ce sujet, il faut se référer à un texte communautaire, ce qu'on a appelé la 6e directive sur l'assurance automobile. Je sais, Maître, que vous aimez bien les directives. La 4e imposait le délai de 3 mois avec un point de départ très particulier et avait abouti à modifier le L211.9 en termes de procédure d'offre. Elle se mêlait peut-être d'ailleurs de ceux qui ne la regardaient pas, puisque c'est une directive d'assurance et ce n'était pas autre chose normalement. Alors, la directive du 24 novembre 2021, qu'on appelle MID dans les milieux qui travaillent sur ce sujet, a été très vite confrontée dans sa préparation à cette problématique des EDP. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les maintient dans le régime et dans la définition antérieure? Est-ce qu'on les sort? Et les débats autour des propositions ont abouti à ce qu'il y ait des divergences absolues entre les États membres pour savoir ce qu'on faisait de ces engins.
Et quand on regarde les considérants de la directive, il y a 3 considérants qui sont assez marquants, considérants 3, 4, 6. Non, je suis désolé, j'ai rien. Si j'avais quelque chose, mais ça n'apparaît pas, mais c'est pour tout à l'heure. En fait, ces considérants, le premier marque le fait que le législateur européen est très attentif dans sa définition à tenir compte des caractéristiques du véhicule. Quelles caractéristiques? Quelles caractéristiques? La vitesse du véhicule, le poids du véhicule, on va dire pour l'essentiel, et puis aussi le fait que son moteur, quel qu'il soit, électrique ou à combustion, eh bien, soit exclusivement utilisé pour le déplacement de l'engin. On voit ensuite, donc ces éléments de vitesse, ces éléments de poids paraissent très vite dans les considérants de la directive, et tout de suite après, on s'aperçoit que le considérant 4 considère d'emblée que les EDP ne peuvent être des véhicules, puisqu'il emploie encore ce terme à ce moment-là, des véhicules soumis à obligation d'assurance au sens communautaire. Au sens communautaire. Quand on regarde le considérant 6, qui suit de près, c'est logique, le considérant 4, on s'aperçoit aussi que derrière derrière les notions de vitesse, les notions de poids, c'est une analyse du risque qu'a voulu faire le législateur communautaire en considérant, et il le dit expressément, que très vraisemblablement, les dommages corporels que pouvait causer un EDP n'avaient pas la même portée, n'avaient pas la même ampleur qu'un dommage causé par une voiture ou un camion. C'est, j'allais dire, assez extraordinaire comme position. Je vais le lire tellement c'est intéressant, puisque c'est un texte vraiment qui a été important. Certains véhicules automoteurs sont plus petits et donc moins susceptibles que d'autres de provoquer des dommages corporels ou matériels graves. La suite, c'est de les inclure dans l'assurance obligatoire et au niveau communautaire serait un non-sens. Alors c'est aussi un non-sens, dit la directive, parce que à date de l'examen de la directive ou de sa proposition, eh bien, elle constate qu'il n'y a pas d'étude à cette date qui permet de considérer qu'il y a des dommages importants causés par ces engins. En revanche, et c'est peut-être le point de sortie intéressant, c'est eh bien, les États membres, s'ils veulent couvrir ou pas ces engins, eh ils font ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas dans le cadre de la définition communautaire d'un véhicule soumis à obligation d'assurance que ces engins-là. Derrière ceci, les débats, j'ai assisté à certains, étaient extrêmement simples. Certains pays considéraient qu'il était inimaginable de pouvoir financer une assurance obligatoire au-delà de ce qui existait. Je pense à certains pays, la Roumanie, la Bulgarie par exemple, qui sont déjà extrêmement exsangues puisque les principales compagnies tombent en faillite successivement depuis à peu près 10-15 ans, qu'il est impossible de monter les primes d'assurance dans ces pays. Donc ça faisait partie des considérations. D'autres pays disaient simplement, mais comment imaginer qu'il y ait une différence entre un vélo et une trottinette électrique? C'est inimaginable. Et la semaine dernière encore, j'ai échangé avec mon homologue roumain qui me disait, mais vous êtes fous en France, pourquoi vous avez soumis les trottinettes électriques à l'assurance obligatoire? Pourquoi vous les considérez comme véhicules impliqués au sens de la loi du 5 juillet? Il avait compris comment ça fonctionnait, ce qui était déjà un grand pas en avant, parce que pour lui, c'était impensable. Ce n'était pas autre chose que des vélos. Et donc, on se retrouve avec un texte qui n'apparaît pas, mais qui peut apparaître peut-être à un moment donné de la directive qui redéfinit la notion de véhicule soumis à assurance obligatoire avec une notion de véhicule, tout véhicule automoteur
je dis bien automoteur, actionné exclusivement par une force mécanique sur le sol sans être lié à une voie ferrée avec une vitesse, c'est le I du A du 1 du A du 1. Ah oui, c'est comme ça. Hein. Avec une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h. Et je vais m'arrêter là puisqu'il y a une autre possibilité de limitation de l'assurance RC auto obligatoire au sens communautaire. Autrement dit, dès lors qu'un véhicule par construction, on a parlé de réception tout à l'heure, ne circule pas ou n'est pas censé circuler à plus de 25 km/h, il est en dehors de la définition de l'assurance obligatoire au sens communautaire. Comment a-t-on introduit en droit interne la directive? On pouvait tout à fait, avant le 24 décembre 2023, changer complètement la donne en France, écarter ces engins de la soumission à l'assurance obligatoire. Quelle a été l'analyse du législateur? Quelle a été la position? Quand on regarde aujourd'hui L211.1 et l'incidence de la transposition de la directive, on voit que sur un seul aspect, les fauteuils électriques, puisque c'est aussi un sujet qui a été pris par le droit communautaire, et on voit absolument rien d'autre. Autrement dit, en France, le législateur a fait le choix d'être plus protecteur, on va dire entre guillemets, d'être plus protecteur à son sens en tout cas, en considérant que ces EDP étaient toujours soumis à assurance obligatoire, peu important qu'ils aient une vitesse maximale par construction inférieure à 25 km/h. Alors, dans la discussion, qu'est-ce qu'il y a eu en fait? La première question, c'est est-ce qu'il faut les soumettre à assurance? Et la question s'est véritablement posée. Est-ce qu'il faut soumettre ces engins à obligation d'assurance? Ce n'était absolument pas nécessaire et il y avait l'opportunité de changer la règle. Est-ce qu'il faut les soumettre à une assurance de type assurance obligatoire, de type RC chef de famille, ce qu'on appelle MRH? Pourquoi pas? C'est peut-être une option très intéressante puisque le taux de couverture en France de ce type de contrat est d'environ 80% en métropole. Est-ce qu'il fallait aller plus loin et les soumettre à assurance obligatoire à l'identique d'un cyclomoteur? Évidemment, c'était tout de suite faire un pas vers la loi de 85, puisque même si j'ai dit qu'il n'y avait pas de superposition entre les deux notions de véhicule, on s'en approche quand même. Et c'est peut-être ça l'élément déterminant, c'est que d'ores et déjà, à ce moment-là, il était évident que ces engins allaient causer un certain nombre de dommages à des non-conducteurs. Les soumettre parce que véhicule terrestre à moteur soumis à obligation d'assurance, c'était un pas très très proche pour les considérer comme véhicules impliqués et avoir vis-à-vis des tiers, essentiellement, normalement, pas essentiellement, exclusivement les tiers extérieurs, puisque dans la réglementation, il ne peut pas y avoir de passagers. On en voit parfois, même portés, c'est assez bizarre. Et donc, la protection des usagers extérieurs a certainement été l'élément déterminant dans le choix. On aboutit à quoi? On aboutit finalement, quand on regarde L211.1, à une absence de changement. Mais on aboutit à un changement qui est dans L211.4. Et on ne regarde pas assez L211.4 avant de s'endormir le soir. C'est un texte extrêmement intéressant sur lequel j'ai travaillé pendant des années en me demandant comment il fallait l'interpréter sur certains de ces aspects. L211.4 contient une notion d'assurance obligatoire qui est la notion communautaire, et exclusivement la notion communautaire. Et toutes les implications, entre guillemets, de la notion d'assurance au sens communautaire, la notion d'assurance RC auto obligatoire, ne concernent en France que les engins qui répondent à la définition de la directive et absolument pas les autres. Autrement dit, l'extension
immédiate et automatique territoriale de la garantie RC auto-obligatoire à tous les pays qui sont visés par cet article, qui ont fondé leurs relations sur le stationnement habituel du véhicule. Autrement dit, le fait que quand il y a une circulation en dehors de la France, il y a une garantie dite flottante. C'est le L211-4, j'allais dire mal fagoté, excusez-moi l'expression, par rapport à la Convention de Londres de 1949, je crois. La quatrième directive dont on parlait, le fait qu'il y a d'intervention d'un certain organisme d'indemnisation que je connais plus ou moins, ça ne fonctionne que sur L211-4. Tout ce qui découle des règles communautaires en termes assurantiels ne concerne que la notion d'assurance au sens L211-4 et absolument pas les EDP, par exemple, qui ont été rajoutés à cette notion. Donc, il y a bien aujourd'hui en France deux notions d'assurance RC obligatoire. Celle qui est nationale et celle qui existe au niveau communautaire. Simplement, si je prends l'exemple de la trottinette électrique, une trottinette électrique qui est dans un camping-car et qui vient d'un pays qui ne les soumet pas à assurance obligatoire, puisque c'est tout à fait et absolument possible. C'est la plupart des pays européens qui ont pris cette option de ne pas les soumettre à assurance obligatoire. En France, elle doit l'être. La seule difficulté, c'est qu'il n'y a pas réellement de mécanisme pour donner la possibilité à ces ressortissants étrangers d'assurer. Même le mécanisme dit de l'assurance frontière, en réalité, en pratique, ne fonctionne pas pour ça. Donc, deux notions, ne l'oubliez pas. Encore peut-être un ou deux points maintenant sur la réalité, y compris la réalité assurantielle, puisque finalement, le fonds de garantie, qui n'est donc absolument pas un assureur, qui a beaucoup milité pour l'extension de l'implication compte tenu des règles de subsidiarité, mais qui aussi a parfois des convergences évidentes. Le fonds de garantie est éminemment intéressé par le fait que ces engins soient assurés. La réalité, c'est qu'ils ne le sont pas beaucoup et qu'on se trouve dans une situation où un engin atypique, dont on ne sait pas quelle catégorie, dans quelle catégorie on le trouve dans le code de la route, parfois, eh bien, malgré tous des efforts de sensibilisation qui ont pu être faits, eh bien, la réalité, c'est que ces engins ne sont pas, pour une grande partie, assurés au sens L211-1, qui n'est pas n'importe quelle assurance de responsabilité civile. Alors, la réalité aussi au niveau des chiffres, hein, si on prend l'observatoire, l'ONISR, l'observatoire de la délégation à la sécurité routière, et qu'on regarde du côté des usagers, donc pas du côté des tiers, du côté des usagers, en 2024, donc ce n'est pas ce graphique-là, c'est un autre qui n'existe pas dans les slides, on retrouve 44 morts. Je pense que c'est un chiffre qui est relativement sain, puisqu'en général, on les identifie bien du côté de l'ONISR. Et puis, 780 blessés graves. Alors, la notion de gravité au sens ONISR est assez particulière. En tout cas, 780 usagers blessés avec une intervention des forces de l'ordre dans l'accident concerné. Et avec une montée en puissance qui est une pente en 6 ans qui est à peu près 45 degrés au niveau des usagers. Donc 44 morts sur les 3190 recensés en métropole, ce qui est donc énorme. 780, c'est au bas mot, et c'est très au bas mot, puisque tous les usagers blessés ne sont pas recensés par les BAC, par les forces de l'ordre. Et du côté de l'assurance, qui est un véritable sujet, eh bien, le graphique, c'est celui-ci, en nombre d'ouvertures par le fond, hein, c'est un nombre d'ouvertures simplement parce qu'il y a un décalage dans le temps. On a une progression qui est, là vous avez uniquement les accidents avec des conséquences corporelles vis-à-vis des tiers, je ne parle plus d'usagers, la montée en
en charge, si je puis dire, vis-à-vis du fonds, elle est exponentielle. Alors, je vais terminer avec quelques questions, peut-être des débuts de réponse. Que faire face à cette situation? Un schéma d'assurance qui est très très faible. Évidemment, du côté, en général, on approche le sujet avec deux volets. D'un côté, il faut informer, sensibiliser sur la nécessité d'une assurance obligatoire. Informer, 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 sensibiliser. Tous ceux ici qui ont des trottinettes électriques, je pense qu'il y en a. Est-ce que vous avez une assurance RC auto obligatoire? Vous savez que l'amende forfaitaire délictuelle, pour prendre, on va dire, le basique, est de 750 €. Donc informer, sensibiliser, et puis, je ne vais pas dire surveiller, punir, parce que ça fait trop de références, mais contrôler, avertir, informer. Alors contrôler, c'est un véhicule. Alors, c'est un véhicule qui n'est pas immatriculé. D'ailleurs, si on ajoute au R311 1 6.15 en face de toutes ces catégories, ceux qui sont soumis à l'immatriculation, on a d'une discordance qui est assez manifeste. C'est un véhicule qui n'est pas immatriculé. Donc, autrement dit, il n'est pas dans le ce qu'on appelle le SIV, il n'est pas dans le fichier des immatriculations, il n'est pas dans le fichier des véhicules assurés, parce qu'il n'est pas immatriculé. Il n'est donc pas contrôlable. Alors, vous allez l'oublier, mais il n'est pas tout à fait contrôlable par les forces de l'ordre. Il est censé avoir ce qui n'existe plus par ailleurs depuis le 1er avril 2024. Il est censé avoir une attestation d'assurance qui se présentait sous une forme carte verte. La carte verte, elle, subsistant toujours, mais pas l'attestation d'assurance. Il est censé avoir une carte verte et une attestation d'assurance et un certificat d'assurance. Il n'y a pas de place pour le mettre sur la trottinette. Mais c'est la loi. Est-ce qu'il faut immatriculer ces engins? Certains pays l'ont fait, puisque c'est un moyen de contrôler l'assurance. Est-ce qu'il faut, c'est une idée que le fonds pousse, est-ce qu'il faut que les vendeurs aient l'obligation d'informer sur l'obligation de s'assurer? Sachant qu'il y a des vendeurs classiques, la FNAC, Decathlon, je cite au hasard, hein, mais aussi sur Internet beaucoup. Est-ce que il y a d'autres modalités pour sécuriser l'assurance de ces véhicules? Est-ce que finalement la voie française n'est pas la bonne? Parce que justement le taux de couverture assurantielle est faible. Il y a vraiment des questions à se poser sur aujourd'hui comment avancer sur ce défi qui est, on va dire, il y a 2 millions, entre 2 millions et 2,5 millions d'EDP qui circulent en 2024. C'est une donnée de l'Observatoire de la micromobilité. Il y en a peut-être 2 millions qui ne sont pas assurés. Comment avancer? Alors peut-être qu'après, il y aura des idées. Merci de m'avoir écouté sur ce sujet.